Du moment où l'on cherche justement l'amour et que peut-être on le trouve, il y a cette notion de possession. Je possède l'amour. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. C'est comme une récompense, comme un trophée. Hey, comment ça va? Bien, je vous le souhaite en tout cas en ce début de nouvelle année. En tout cas moi ça va super, voilà, je viens tourner en extérieur, il fait un temps magnifique, donc il n'y avait pas meilleur temps propice. Surtout que ça me fait plaisir de vous retrouver aussi face caméra. Vous avez pu remarquer pour certains que dernièrement je m'étais essayé à un nouveau format de vidéo sous forme de podcast, sous forme audio. Et je vous avoue que c'est un exercice qui est réellement pertinent pour ma part, car là où en vidéo vous allez avoir aussi finalement tout l'aspect visuel, c'est-à-dire comment je peux me comporter, ma gestuelle, mon regard. Alors là j'ai les lunettes, mais d'ailleurs je vais les enlever. Et c'est vrai que finalement tout ce langage non verbal compte finalement dans le discours que je peux porter. Là où finalement, eh bien, sous forme de podcast, sous forme audio, eh bien tout mon discours, tout ce que je peux émettre est sous forme verbale. Et seul le verbal compte. Et c'est un exercice qui est vraiment intéressant parce que c'est un travail finalement de voix avant tout. Et pour ceux qui auraient déjà regardé ou du moins écouté ces vidéos, je pense que vous avez saisi l'essence de ce format qui n'est pas spécialement là pour vous partager certaines connaissances que je peux avoir, mais plus être sur un côté méditatif, où il y a de la réflexion et où finalement il n'y a pas de conclusion spécifiquement, où je vous laisse aussi cette part de réflexion personnelle et aussi ces recherches personnelles que vous pouvez faire derrière sur le sujet. En tout cas, trêve de blabla, et commençons à rentrer doucement dans le sujet de cette vidéo. Alors étant donné que selon la tradition on peut souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier, je pars du principe où on peut en faire un sujet de vidéo sur YouTube jusqu'à cette même date. Et finalement cette vidéo n'était pas prévue. C'est vrai que j'ai plusieurs sujets de vidéo dont j'aimerais traiter. Et celui-ci de la nouvelle année, de ce que ça engendre, de toute la symbolique, la mythologie qu'il peut y avoir derrière, c'était pas c'était pas un sujet de vidéo spécialement que je voulais faire. Mais j'ai fait une story le 1er janvier, somme toute basique, banale, où je vous partage simplement l'une de mes réflexions sur le sujet. Et en fait, en terminant cette story, j'ai aussi quelques retours et je me suis dit, en fait, ça mérite d'en faire une vidéo. Mais je n'avais pas toute ma réflexion qui était encore développée, je n'avais pas de plan, je ne savais pas spécialement aussi comment aborder le sujet. Donc j'ai laissé mûrir, ok, quel sujet j'allais traiter, de quelle manière, sous quel format. Et finalement nous y voilà. Et pour un peu de contexte, j'aimerais déjà, pour ceux qui auraient loupé cette story, vous la partager. Je pourrais vous souhaiter une bonne année, la santé et la réussite. Mais ce serait un brin naïf, vous ne pensez pas? Qu'importe notre ambition, nos intentions, les choses sont ce qu'elles sont, bonnes à certains moments et mauvaises à d'autres. Bon et mauvais étant des jugements de valeur, personnels d'ailleurs. Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Seul vous le savez. Mais chercher le bon, c'est aussi créer une attente. Et si cette attente ne se matérialise et ne se concrétise pas, cela devient le mauvais. Alors ne serait-ce pas ça le problème? Chercher éperdument la bonne année? Cette année est mon année. Non, ce n'est pas ton année, car il y aura aussi des moments durs. En revanche, c'est ta vie. Alors non, je ne vous souhaite pas une bonne année, mais une bonne vie en faisant du mieux que vous le pouvez avec les ressources que vous avez à votre disposition, car chacun d'entre nous mène un combat dont les autres et la plupart nous-mêmes ignorent l'existence. Et finalement, tout le sujet de cette vidéo, ça va être d'aller un peu plus en profondeur, de voir finalement en quoi rechercher la bonne année,
En quoi avoir cette attente que cette nouvelle année 2022 et par la suite 2023, 2024 et autres sont finalement des chimères et finalement une belle fumisterie. Alors avant toute chose, et vous le savez maintenant, au travers de mes vidéos, j'aime savoir de quoi on parle concrètement. J'aime quand il y a un contexte, tout simplement qu'on sache de quoi on parle. Et concrètement, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi on célèbre la nouvelle année? Est-ce que d'ailleurs la nouvelle année a toujours débuté le 1er janvier? Eh bien, spoiler alerte, non. Par exemple, au 6e et 7e siècle, la nouvelle année débutait le 1er mars. Sous le règne de Charlemagne, elle débutait le 25 décembre, date supposée de la naissance de Jésus-Christ. Et sous le règne des Capétiens, on fêtait la nouvelle année selon la date mobile de Pâques, jour supposé de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est au XVIe siècle, alors que même en France, chaque province, en tout cas différentes provinces, fêtaient la nouvelle année à des dates différentes. Je pense à Vienne par exemple, où c'était le 25 mars. Dans d'autres provinces, ça pouvait être le 1er mars, à Noël ou encore à Pâques. Et en fait, à cette époque, on a un jeune roi qui est Charles IX, qui se rend compte que c'était pas spécialement pratique aussi, et qui, sous l'édit de Roussillon, eh bien, officialise le 1er janvier comme date de la nouvelle année. Et derrière, ce sera le pape Grégoire XIII, en 1584-83, quelque chose comme ça, qui finalement décide d'harmoniser à tous les pays chrétiens cette date symbolique du 1er janvier. Et c'est vrai que finalement, encore aujourd'hui en 2022, tous les pays ne fêtent pas la nouvelle année le 1er janvier. Je pense par exemple à Israël ou la Chine qui ont leur propre jour où ils vont célébrer la nouvelle année. Parce qu'il est aussi question de culture, il est question aussi d'histoire, de mythologie et de symbolique. En revanche, le monde entier est relativement d'accord pour fêter la nouvelle année en début d'année, justement. Pourquoi ? Car il y a cette notion de perte et de renouveau, notamment avec le solstice d'hiver, là où la végétation se meurt, et l'équinoxe du printemps, où il y a une renaissance de la végétation. Donc là, on est déjà d'accord sur quelque chose, qui est que l'on va fêter la nouvelle année entre ces deux périodes. Une période de mort et une période de renaissance. Et pour aller plus loin, il faut d'ailleurs aller encore plus loin dans le passé et revenir en 46 avant Jésus-Christ, alors que c'est Jules César qui est au pouvoir. Jusqu'à maintenant, les Romains célébraient la nouvelle année le 15 mars. Et c'est à cette date précise de 46 avant Jésus-Christ que Jules César décide de changer cette date et de la poser au 1er janvier. Mais pourquoi le 1er janvier ? Et pourquoi en janvier ? Eh bien, il nous faut s'attarder maintenant sur la symbolique, ce que représente janvier. Janvier, qui en romain se dit Januarus, fait référence au dieu romain Janus. Le Janus qui est d'ailleurs un concept psychanalytique, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Le Janus est un dieu romain du commencement et des fins, qui symbolise le début de quelque chose et la fin d'autre chose. Il a cette particularité physique d'avoir deux visages, l'un tourné vers le passé et l'autre vers le futur. Il représente le crépuscule et l'aube. Et on retrouve encore une fois non pas cette dualité, mais cette opposition. En tout cas, ce couple d'opposés qui est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et c'est finalement à cette époque précise que tout prend son sens. On célèbre le 1er janvier, Janus, ce dieu. Comment ? Notamment avec certaines prières. Et nous avons Ovide, qui était un poète latin, qui a vu naître l'Empire romain, qui, au travers de l'un de ses ouvrages, les Fastes, nous montre ce qu'était potentiellement l'une des prières romains, et je vais vous la lire. Dieu à double visage, c'est de toi que part l'année pour s'écouler sans bruit, toi qui, sans tourner la tête, vois ce que nul autre Dieu ne peut voir. Montre-toi propice au chef dont l'active sollicitude donne le repos à l'océan et la sécurité à la terre qui nous prodigue ses trésors. Montre-toi propice à tes sénateurs, au peuple romain, et d'un signe serre les portes de ton candide sanctuaire.
Et on voit là bien toute la recherche, toute l'attente qu'il y a derrière cette prière, celle de laisser le passé, de laisser ce qui s'est mal passé en fait durant l'année écoulée, et de se projeter et de voir finalement le positif et d'attendre du positif de ce Janus et même de la vie de manière générale. Et c'était durant cette période aussi que les Romains faisaient des sacrifices d'animaux et où entre Romains se partageaient comme ça des fruits, du miel, où il y avait des offrandes, des cadeaux, et où ils se souhaitaient aussi leurs vœux, une bonne année, la réussite, que ce soit concernant les récoltes ou dans leur vie personnelle ou en tant que soldat. Et finalement, qu'on le veuille ou non, toute cette symbolique, toute cette mythologie, dans un premier temps romaine, nous impacte encore aujourd'hui. Et même par le passé, au Moyen-Âge, et même durant la Renaissance, et encore après, même si il y avait ce support, cette base christique de cette religion qui était le christianisme, et bien même ces chrétiens étaient finalement influencés par cette culture aussi romaine. Au Moyen-Âge et même à la Renaissance, le 31 décembre, comme on le fait encore aujourd'hui, on se rassemblait, on faisait la fête, on mangeait entre amis, entre familles, on s'offrait des offrandes, des cadeaux, on se souhaitait aussi la bonne année, on se souhaitait nos meilleurs vœux, la santé évidemment, la réussite, et il y avait aussi cette coutume de s'embrasser, ou pour les couples, ou de se faire la bise en tout cas, sous du gui que l'on plaçait soit dans la maison, accroché, ou accroché au niveau de la porte. Le gui d'ailleurs qui a une symbolique très forte, car selon les druides en tout cas de l'époque, le gui était quelque chose de très rare. C'était une plante qui avait des vertus médicinales, qui pouvait faire prospérer, qui pouvait rendre la vie non pas éternelle, mais donner une certaine force. Et finalement, ne serait-ce que cette croyance qui découle des druides, est resté ancré d'une certaine manière. On s'embrassait sous un gui. Pourquoi ? Pour amener la réussite, pour amener l'amour, pour amener la fécondité, si on comptait avoir des enfants, pour amener la réussite de manière générale. C'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui, pour certaines familles, pour qui toute cette tradition compte énormément. Et il y a aussi le fameux bain de la nouvelle année. Et l'idée, si vous voulez, c'est de se libérer de tout ce qui a pu être négatif durant cette année et partir sur de nouvelles bases. Et on remarque bien, encore une fois, même si aujourd'hui on peut le faire pour s'amuser, même si on le fait inconsciemment finalement, il y a cette part de symbolique, c'est ancré en nous, dans l'inconscient collectif, encore une fois qu'on ait cette information ou non, c'est ancré en nous. Et ne serait-ce que le fait de s'amuser à aller se baigner un 1er janvier dans une eau glaciale, il y a cette notion à prendre en compte, encore une fois, de se laver, non pas de ses péchés, mais de se laver de ce qui a pu être négatif et de commencer la vie sur une note positive. Encore une fois, il y a une notion de mort et de renaissance, de passé et de futur. Et tout ça, c'est bien beau. Voilà, on a posé un contexte, on a posé une mythologie, on a posé un symbolique là-dessus. Mais voyons finalement en quoi tout ça aujourd'hui n'a aucun sens. Alors après, selon moi bien sûr. Et c'est vrai que on a cette tendance aujourd'hui, c'est plutôt culturel, je dirais, c'est plutôt même social, ou par politesse. On va simplement souhaiter la bonne année, la bonne santé, la réussite, l'amour. Mais finalement, c'est très projectif, parce que finalement, ce que l'on souhaite à l'autre, c'est ce que l'on souhaite à soi. Finalement, bien sûr, sauf que on est tous différents, on a tous une histoire différente, on a tous des ambitions différentes, on a tous un passif différent, des ressources différentes, ce qui fait que finalement, est-ce que ça sert réellement à quelque chose de souhaiter la bonne année à l'autre? Et finalement, est-ce qu'il est bon surtout pour nous, d'attendre d'une nouvelle année qu'elle soit bonne finalement? Et nous allons voir ça tout de suite dans les prochaines parties.
Alors pour commencer, la santé. Ah, la santé. C'est vrai que l'on rêve tous d'être en bonne santé, que ce soit pour soi-même ou pour nos proches, mais vous le savez tout autant que moi, c'est plus compliqué qu'il en a l'air. On a tous des exemples autour de nous de maladies qui tombent comme ça sans prévenir et on se dit à quoi bon? Est-ce que l'on peut réellement rester toute notre vie en bonne santé ou est-ce qu'il n'y a pas une certaine fatalité? Et c'est dans ce sens-là où je pense sincèrement que vouloir se souhaiter la bonne santé, c'est une chimère finalement. Car il y a cette part, encore une fois, que l'on ne peut contrôler et se pose la question de qu'est-ce qui fait que nous tombons quand même malades. Eh bien moi je vous dirais que c'est l'inconscient, encore une fois, hein, qui se fait ces petites magouilles, ou du moins c'est le corps qui en pâtit. Vous le savez, j'en ai déjà parlé au travers de vidéos, cette notion de somatisation. La somatisation, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'un conflit psychique, d'un conflit inconscient du coup, entre deux instances, le ça, le principe de plaisir, et le surmoi, le régulateur, le juge et le censeur. Du moment où ce conflit est trop puissant, là-dedans, c'est le soma qui va prendre, qui va en être victime, le soma qui est le moi, c'est ce que vous êtes, c'est votre enveloppe corporelle. Donc oui, là où finalement il n'y a pas de raison extérieure apparente à la maladie, eh bien j'aurai cette conclusion finale qui est que c'est le résultat d'un inconscient malade, disons. Alors chacun d'entre nous a un inconscient qui est malade, mais certains plus ou moins, ce qui va créer des rétorsions, des somatisations plus ou moins importantes. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter si on fait un travail sur soi, comme je peux le faire d'ailleurs et que je souhaite à tout le monde. Le fait de faire un travail sur soi, de faire une analyse notamment, permet eh bien, petit à petit de réduire ce conflit psychique et de réduire finalement les somatisations. Mais en dehors de ça, si vous ne faites pas de travail sur vous à ce niveau-là, il vous faut simplement accepter une forme de fatalité, une forme de destinée, qu'elle soit pour vous-même ou pour les autres. Vous savez, même moi, au sein de ma famille, j'ai des histoires qui ne sont pas toutes roses, hein, des personnes qui sont tombées malades ou qui sont encore malades, qui doivent concilier avec des traitements. Vous savez, c'est pas simple. Ou d'autres avec certains accidents qui font qu'il y a des complications. C'est compliqué à gérer. Évidemment qu'on aimerait que nos familles soient en bonne santé, que tout aille bien, mais la vérité c'est qu'il y a l'histoire de chacun, il y a l'existence de chacun, il y a les ressources de chacun, il y a aussi la permission de chacun à développer certaines maladies. Et finalement, nous, ce qu'on peut faire en tant que personne extérieure, c'est finalement juste l'accepter. C'est l'accepter et ne pas poser d'œillères, c'est-à-dire se dire non, ça va aller, ou spécialement non, la maladie n'existe pas, et être dans une forme un peu bisounours qui est de non, ça va bien se passer, la santé, il y aura la santé. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher spécialement la bonne santé. Si elle est là, tant mieux, mais avoir une attente concernant la bonne santé, que ce soit pour les autres ou pour soi-même, c'est compliqué. Rien ne vous dit aussi que vous-même en tant qu'individu, je vais ramener mon discours à un point de vue individuel, personnel je veux dire, c'est que rien nous dit que vous, tout comme moi, on fasse un accident et qu'on se retrouve, je sais pas, limité d'une certaine manière, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement aussi, car un accident peut avoir des séquelles aussi psychologiques, ce qui en pâtira sur la santé. Il y a ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire avoir une vie saine, éviter de boire, de fumer, de manger sainement, ce qui est logique, hein, j'invente rien, c'est finalement très logique ce que je dis là. On peut faire un travail sur ce que l'on peut contrôler, c'est-à-dire limiter les risques, mais il faut accepter aussi cette part d'inconnu, cette part dont on n'a pas le contrôle, qui est que en fait, du jour au lendemain, la vie peut basculer au niveau de la santé, notamment. Ensuite, nous avons la réussite. Ah, ça fait rêver. Et là, tous les coachs en développement personnel vous diront de prendre de nouvelles résolutions, d'avoir des objectifs précis, délimités dans le temps
court terme, moyen terme, long terme. Mais bon, là encore une fois, c'est une belle fumisterie. On va dire, pour faire simple dans cette partie, qu'il y a deux types de réussite. Il y a celle d'arriver à tenir ces nouvelles résolutions, ces nouveaux engagements, et de deux, d'atteindre ces objectifs, certains objectifs qu'on pourrait se fixer. Déjà, dans un premier temps, pour ce qui est des nouvelles résolutions. En général, elles vont se manifester à la suite d'habitudes qu'on aimerait changer, simplement, qui seraient nocives pour nous. Et déjà, il nous faut savoir ce qu'est une habitude et comment elle fonctionne. Car si on ne prend pas en compte cet élément primordial, en fait, il est sûr et certain que l'on ne va pas tenir finalement ses engagements et tenir ses nouvelles résolutions. Donc déjà, pour ce qui est des habitudes, il y a celles qui sont bonnes pour nous et celles qui sont mauvaises pour nous. Jusqu'à là, c'est finalement très binaire, mais c'est le cas. Vous finissez de manger, le soir vous allez vous brosser les dents, voilà, c'est quelque chose de naturel, d'évident, mais c'est une habitude. C'est une habitude qui est positive. En revanche, vous avez fini le matin, vous avez fini votre café, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fumer une cigarette. Ok, bon, là, nous sommes sur une habitude qui est négative, qui est nocive. Là, ça fait sens aussi, évidemment, que fumer une cigarette, ça ne peut pas procurer de bon en nous. Alors oui, sur le court terme, on se sent satisfait, cette cigarette nous a fait du bien, mais bon, sur le long terme, on connaît les conséquences de la cigarette. Donc voilà, déjà dans un premier temps, il nous faut identifier les bonnes habitudes, ok, qu'on va continuer à entreprendre, et les mauvaises, que l'on veut solutionner. Ensuite, il nous faut capter comment fonctionne une habitude. Alors comment fonctionne une habitude? Il y a trois choses à prendre en compte. Nous avons un signal, ensuite nous avons une routine, et enfin nous avons la récompense. Le signal est un stimuli déclencheur qui envoie un signal à notre cerveau qui nous pousse finalement à entamer une action. Le signal peut être une heure, un lieu, un état émotionnel, ça peut être aussi d'autres personnes impliquées, ou une action qui précède immédiatement la routine, où finalement il y a une sorte de processus, de boucle qui se met en place. Ensuite, nous avons la routine. La routine est finalement juste le comportement, l'action adoptée en réponse au signal. Et enfin, nous avons la récompense qui finalement va renforcer ce lien qu'il peut y avoir entre le signal et la routine. C'est finalement ce que ça va pouvoir nous procurer. C'est ce qui incite notre cerveau à reproduire la boucle à venir. Et une fois que finalement ce schéma est ancré en nous, se crée la notion de besoin. Et c'est là tout le problème. Car s'il y a un besoin, s'il y a un désir, soit ce désir il est assouvi et il y a un plaisir court terme immédiat qui va procurer finalement du plaisir, mais va se mettre derrière, quand c'est une habitude négative et qu'on l'a identifiée, va engendrer une certaine culpabilité d'avoir eu ce plaisir. Et à l'inverse, si ce désir n'est pas assouvi, il y a frustration. Et finalement, dans les deux cas, c'est problématique, parce que soit on cède mais on va culpabiliser, soit on ne cède pas mais on va être frustré. C'est pour ça qu'il est important de savoir comment fonctionne une habitude, et de non pas chercher à ne plus chercher la récompense, mais d'analyser la routine, le signal et la routine, mais surtout la routine, pour pouvoir remplacer l'action par autre chose de plus positive. Par exemple, je vais prendre un exemple personnel, c'est toute la mission que je me donne en ce moment. Le soir, je vais regarder une série jusqu'à 22h ou 23h. Donc là, j'ai mon signal qui est une heure, qui est même une localisation, qui est dans ma chambre. Donc j'ai l'heure, 22h ou 23h, dans ma chambre. Ok, je regarde ma série, très bien. Je sais qu'après je dois aller me coucher, donc ça dépend, 22h ou 23h, d'accord. Et qu'est-ce que je fais?
la plupart du temps, là j'essaie de travailler dessus, mais qu'est-ce que je fais la plupart du temps? Je vais sur mon téléphone. Et en fait, ce que je fais, c'est que je m'allonge et je mets YouTube et je laisse YouTube finalement tourner toute la nuit. Et je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est une mauvaise habitude parce que voilà, c'est toujours mieux d'éteindre son téléphone avec toutes les ondes, tout ça, enfin pour une qualité de sommeil. Je sais que c'est pas bon, mais je le fais quand même. Et la récompense, elle est simple. Enfin, la récompense, elle est là. Elle est la satisfaction d'être sur YouTube, d'écouter quelqu'un qui m'intéresse, d'apprendre quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'essaye de faire en tout cas? C'est à la fin de ma série, là où je pouvais mettre YouTube, ce que je fais, c'est que je fais une méditation. Je fais une méditation où je vais lire quelques pages d'un livre. Et là, la solution, elle est toute trouvée. C'est juste, on remplace la routine pour avoir la même récompense finalement. Parce que ma récompense, qu'est-ce qu'elle était? Elle était d'apprendre quelque chose, de suivre quelqu'un qui me semblait intéressant. Et bien ça, je le retrouve par exemple dans un livre. Ok, je sais que en lisant quelques pages d'un livre, je vais apprendre quelque chose d'intéressant. Si c'est un auteur qui me plaît, c'est encore mieux. Voilà. Et pour ce qui est de la méditation, c'est pareil finalement. Je vais pouvoir refaire toute ma journée, ok, m'apaiser. C'est aussi quelque chose de très satisfaisant finalement. Et c'est là-dessus finalement qu'il faut travailler pour faire en sorte, donc ça prend du temps, hein, c'est petit à petit. Même moi, hein, j'ai du mal même si je connais le processus, j'ai du mal à m'y tenir parce que c'est aller contre ses pulsions, contre ses envies en fait. Et c'est quelque chose de très compliqué, je dis pas que c'est facile. Et pour prendre un autre exemple aussi, je travaille en boulangerie. Donc on va dire que là aussi mon signal c'est la localisation. Boulangerie et l'état émotionnel. Par exemple quand je m'ennuie, que le ménage est fait, que les avances sont faites, qu'il n'y a plus rien à produire et qu'il n'y a pas de clients, je vais m'ennuyer. État émotionnel, ennui. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais manger une pâtisserie ou quelque chose. Et finalement, j'ai des réserves, je peux me le permettre. Mais finalement, c'est pareil, sur le long terme, c'est pas bon non plus pour la santé. Donc voilà, maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je pourrais faire? Ok, je m'ennuie, très bien, j'ai mon signal. Ma récompense, au lieu de manger une pâtisserie, je pourrais par exemple manger un fruit par exemple. Bon, je le fais pas, hein, je suis pas parfait. Je suis pas parfait. Et c'est aussi tout le but de ces vidéos, c'est de vous montrer comment ça fonctionne, comment je vois les choses aussi. Mais vous montrer que je suis comme vous et que c'est tout aussi compliqué pour moi d'aller contre mes instincts, contre mes pulsions, contre mes désirs, mes envies. Et vous retrouvez ça pour n'importe quelle mauvaise habitude qu'on peut avoir. Alors bien sûr, c'est plus ou moins compliqué. Quand on parle aussi de dépendance, là c'est encore autre chose, c'est davantage compliqué. Par exemple, pour arrêter la cigarette, je prends cet exemple parce qu'il est commun et que ça parle à tout le monde et qu'il y a forcément des fumeurs qui regarderont cette vidéo. Chaque année, on a cette envie de vouloir arrêter de fumer. Alors je dis on, mais je ne m'inclus pas dedans. Certains en tout cas, ont cette envie d'arrêter de fumer. Mais encore une fois, il y a cette notion d'impulsivité, de chercher des résultats immédiats, mais ce n'est pas possible. Surtout quand on parle en plus d'une dépendance. Quand on parle de la cigarette, c'est très impulsif. C'est simple, c'est accessible. D'autres personnes sont peut-être avec nous, fument. On va fumer aussi. Et pour ce qui est par exemple du fait de vouloir arrêter de fumer, il faut prendre le temps. Mais vraiment prendre le temps. C'est très impulsif, donc c'est impossible. En fait, c'est simplement impossible d'arrêter comme ça de fumer du jour au lendemain. Donc on a toujours certaines personnes qui vont vous dire « Ah oui, moi j'ai arrêté du jour au lendemain. Alors moi, j'ai fait 2-3 séances d'hypnose et ça y est, j'ai arrêté de fumer. » La vérité, c'est que l'hypnose soit va déplacer l'addiction, c'est-à-dire que l'addiction qu'on avait pour la cigarette va se déplacer sur autre chose. Et oui, après, forcément, il y a toujours des exceptions. Vous avez des personnes qui ont une certaine force, je ne sais pas, une volonté telle que oui, ils peuvent arrêter comme ça du jour au lendemain. Mais c'est anecdotique. Rien ne vous empêche d'arrêter la cigarette, non pas sur une semaine ou sur un mois, qui ne pourra pas être tenu comme résolution, mais sur l'année. Ce qu'il faudrait, par exemple, donc prendre avec du recul, évidemment, je ne suis pas fumeur, je ne suis pas addict à la cigarette, mais voilà en tout cas ce que je pourrais vous proposer. Ce serait de simplement réduire d'une cigarette chaque mois. Ça peut vous paraître très peu, voire inutile, mais encore une fois, il est question d'une pulsion. Souvenez-vous, soit on satisfait cette pulsion
et derrière se met en place de la culpabilité. Soit on tient tête à cette pulsion, mais il y a frustration. Et justement, il nous faut gommer ces deux choses. Il nous faut gommer la frustration et la culpabilité. Comment? En réduisant d'une manière qui est que l'on n'a pas le sentiment de se restreindre. Et comment? Simplement en réduisant une cigarette par mois. C'est évidemment une solution parmi tant d'autres. En tout cas, c'est celle que je vous partage et qui me semble la plus sensée. Et là, encore une fois, tant qu'on n'a pas ce mécanisme, tant qu'on ne connaît pas le mécanisme de comment fonctionne une habitude et de comment on peut la remplacer par une autre de manière plus positive, on ne peut pas tenir ses résolutions. Et encore une fois, si on ne tient pas ses résolutions, il y a encore une fois frustration aussi. Il y a frustration, on se sent comme une merde et c'est chiant, on ne veut pas se sentir comme une merde. Et après, c'est toute l'estime de soi aussi, la confiance en soi qui en pâtit. Et on en arrive à s'auto-persuader que les nouvelles résolutions ne servent à rien. On arrête d'en prendre et on ne progresse pas et on n'évolue pas. Et c'est pas spécialement ce qu'on veut. C'est pas spécialement ce qu'on veut. Il y en a pour qui ça va très bien de ne pas évoluer, de rester comme ils sont. D'autres aimeraient changer, mais s'auto-persuadent que ce n'est plus possible et laissent tomber. Et c'est dommage. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est aussi tout ce qui va tourner autour d'objectifs. Par exemple, encore un exemple personnel, j'ai cet objectif pour 2022 de trouver un appartement. Voilà, de gagner mon indépendance. J'ai maintenant les ressources financières, les ressources aussi psychiques, disons, pour prendre mon envol. Et c'est pareil, j'ai cet objectif, d'accord. Mais il se peut que cet objectif ne se réalise pas, qu'il ne se réalise pas de l'année. C'est aussi pour ça que j'ai cet objectif, mais que je ne me donne pas une deadline. Je pourrais me donner une deadline et me dire, d'ici février, j'ai trouvé un appartement. D'ici avril, j'ai trouvé un appartement. Mais même avec toute la volonté du monde, qu'est-ce qu'il me dit que je ne suis pas peut-être prêt à encore prendre un appartement ? Et peut-être que je suis trop abstrait, je parle ici d'un inconscient qui serait permissif à que je trouve un appartement. Autant c'est simplement pas le bon moment. Autant je suis inconsciemment, même si j'ai cette envie au conscient, je suis peut-être encore inconsciemment pas prêt à partir. Même si j'ai une certaine maturité à ce niveau-là de vouloir prendre mon envol, peut-être qu'elle n'est pas encore suffisante pour que je puisse trouver un appartement. Et ça marche pour n'importe quel objectif, que ce soit se réorienter dans ses études, que ce soit trouver un métier qui nous parle plus, qui nous motive plus. C'est pareil, on peut avoir l'envie, on peut avoir la volonté, mais rien ne nous dit que l'on sera freiné d'une quelconque manière dans nos aspirations, dans notre ambition. Là encore une fois, l'idée c'est pas d'être passif, d'attendre passivement que la vie suive son cours. C'est important d'avoir de l'ambition, d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, une certaine vision claire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pourra jamais être claire à 100%, car il y a toujours cette part d'imprévu, cette part de destinée, j'en parle souvent, et ce sera l'occasion d'en faire une vidéo dédiée de cette destinée qui nous pousse à aller vers tel métier, telle relation, alors qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, mais on y va quand même. Et il faut l'accepter, cette part d'ombre, cette part que l'on ne contrôle pas, encore une fois. C'est là où, encore une fois, pour faire le lien avec cette vidéo et cette partie précisément, c'est pas que c'est malsain, mais disons que ça n'apportera rien de positif de se convaincre et d'avoir une attente de réussite pour cette année. Parce que déjà, des problématiques que vous aviez l'année passée, elles sont toujours là au 1er janvier. Et même au 15 janvier, et même au 31 janvier. Elles sont toujours là. Donc déjà, il nous faut faire en sorte de solutionner les problématiques qui sont toujours là, et accepter, voilà, malgré le fait d'avoir des ambitions, et c'est normal, et c'est sain, et c'est positif, d'accepter le fait que ça ne puisse pas se faire. D'accepter que tu n'auras peut-être pas ce poste. D'accepter que tu auras peut-être ta candidature qui ne sera pas validée pour cette nouvelle année. D'accepter toutes ces choses-là. D'accepter que peut-être ce que tu souhaites de bon pour toi ne se réalise pas. Et enfin, nous avons l'amour. Ah, l'amour.
On se le souhaite pour les autres, pour soi-même, tout dépend de notre situation, soit on est célibataire et on se souhaite de trouver l'amour, soit on est en couple et on souhaite soit que ça s'améliore, soit que ça reste comme tel et que ça reste magique, beau. Et là encore une fois, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît forcément. Alors j'ai déjà abordé l'amour sous différentes vidéos, je vous l'accorde, de manière négative. On a pu parler de la dépendance affective ou du polyamour. Et si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder si ça vous parle. Et pour le coup, ça méritera un sujet qui sera développé sur cette chaîne, de la vision que je peux avoir de l'amour, de tout ce que ça engendre, de bon, de moins bon aussi. Mais pour revenir sur l'amour, et pour vous donner quelques éléments aussi, j'aimerais vous partager ici simplement ce qu'est l'amour pour moi et simplement voilà ce qu'est l'amour pour moi. Pour moi, l'amour, c'est trois choses. C'est la connexion de trois composantes. Une composante psychique, une composante spirituelle et une composante corporelle. Alors quand je parle de composante psychique, qu'est-ce que j'entends par là? Je parle du transfert. Alors le transfert, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo consacrée à Sigmund Freud. Le transfert, ça va être le fait de projeter des sentiments sur quelqu'un d'autre. Donc ces sentiments, ils peuvent être positifs ou négatifs. Et on va parler ici de transfert positif du coup et de transfert négatif. Donc déjà pour moi dans un premier temps, pour qu'il y ait de l'amour, c'est la première composante, il faut qu'il y ait un transfert positif. C'est-à-dire qu'il faut que l'autre nous parle dans le sens où il y a des sentiments, des émotions rattachées positifs envers l'autre. Et au-delà de ça, il y a la notion de névrose à prendre en compte. Souvenez-vous, les névroses, j'en ai parlé aussi dans la même vidéo où j'aborde la vie de Sigmund Freud, les névroses s'attirent et se complètent. Et ici, c'est même pas une recherche à avoir, car évidemment, on n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle sur notre inconscient et sur sa manière de communiquer aussi avec les autres. Mais il est évident, selon moi, pour qu'il y ait amour, il faut qu'il y ait des névroses qui se ressemblent, qui s'attirent, encore une fois, et qui se complètent. Mais limite, cette composante, on n'en a pas le contrôle. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et c'est pour ça que, la connexion entre inconscients, elle est tout le temps là, finalement. Elle est là au boulot, elle est là entre amis, entre familles. C'est pourquoi, encore une fois, ces trois composantes doivent être liées, selon moi. Et je vais y revenir. Ensuite, nous avons la dimension spirituelle. Et qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, simplement d'avoir une philosophie de vie, certaines réflexions, certaines sensibilités qui se ressemblent. Évidemment qu'il faut des différences de valeurs, de points de vue, mais il faut qu'il y ait une certaine base, une base qui soit solide et commune. Ça va être dans le fait d'avoir la même sensibilité, d'avoir cette même curiosité de la vie, de l'autre. Et ça, finalement, c'est pas simple à avoir. C'est quelque chose qu'on peut aussi avoir, avec ses amis. Mais on retrouve aussi beaucoup de couples qui sont ensemble et qui ne partagent absolument pas, non pas spécialement la même spiritualité, mais simplement vous avez l'un qui est très spirituel, qui est très philosophique, qui est très rêveur, et l'autre pas du tout, qui est très pragmatique, qui est très terre à terre, qui n'est pas dans toutes ces choses-là, qui peut être la méditation, qui peut être la philosophie, toutes ces choses-là. Et pour moi ça pose problème, et je pense réellement que c'est une composante qui est nécessaire et indispensable, en plus du coup de la composante psychique et corporelle, qui est indispensable. Et enfin, nous avons la composante corporelle qui fait référence pour moi au désir de l'autre, mais pas un désir ici qui serait spirituel ou psychique, mais un désir purement corporel, c'est-à-dire de besoin de connexion physique, de vouloir s'embrasser, de vouloir se faire des câlins, et plus évidemment. Et c'est une notion encore une fois qui est indispensable, évidemment, car s'il n'y a pas ce désir corporel, ce désir physique de l'autre, on est amis. Parce que justement, l'amitié c'est quoi? C'est une composante psychique, forcément, et une composante qui peut être spirituelle. Pas sur tous les points, encore une fois, mais c'est justement ce qui fait que on est amis, finalement. Si on prend l'exemple du plan cul, par définition, même si évidemment il y a de la nuance à apporter, ça mériterait que j'en fasse un sujet de vidéo
sur ce type de relation. Mais théoriquement, factuellement, le plan cul, c'est une connexion qui est purement corporelle, justement. Il y a forcément aussi cette connexion aussi psychique, forcément, car on attire à soi ce que l'on est prêt à attirer aussi, forcément, mais il n'est pas censé, du moins, il n'est pas censé avoir une connexion spirituelle. Si je prends ma théorie et ma logique et de ma logique de l'amour, il n'est pas censé, du coup, avoir de spiritualité. Mais forcément, force est de constater que souvent, l'un des deux, dans une relation de ce type, s'attache. Parce que commence à se mettre en place une certaine spiritualité, et finalement on retrouve les trois composantes, et ça fout la merde. Mais bon, je divague. Et finalement, quand je fais aussi le bilan de mes relations amoureuses, du coup, entre guillemets, du coup, jusqu'à présent, je remarque que finalement, il n'y avait pas ces trois composantes. Il y en avait forcément deux, mais pas les trois. C'est-à-dire qu'il y avait inévitablement, encore une fois, cette connexion psychique, forcément, mais derrière, il manquait l'une des deux. Soit il y avait cette connexion corporelle, donc c'est-à-dire que ça se passait très bien sur ce plan-là, d'accord, mais il n'y avait pas cette connexion spirituelle, ce qui faisait que ça ne me plaisait pas, et la relation se terminait. Donc soit l'autre qui partait finalement, soit c'est moi qui partais. Et sinon, à l'inverse, il pouvait y avoir cette connexion psychique, forcément encore une fois, et spirituelle, mais pas cette connexion physique, ce qui faisait que ça ne marchait pas, tout simplement, ça ne marchait pas. Et c'est vraiment tout récemment où j'ai développé cette théorie. Alors après, je me l'approprie pas, peut-être que des personnes plus qualifiées, plus légitimes que moi en sont arrivées à cette conclusion-là. En tout cas, j'ai pas lu d'ouvrage spécialement sur le sujet. Mais du coup, c'est vraiment tout récemment où, par mes expériences récentes, et même quand je fais le point avec mes expériences passées, que je remarque que finalement c'est très compliqué. C'est très compliqué de trouver l'amour. Le vrai amour, du moins comment je le conçois, selon cette théorie-là, encore une fois. Et oui, parce que la connexion psychique, elle est forcément là. La connexion spirituelle, elle peut être là, mais ça peut être que amicale, du coup. Et corporelle, c'est encore autre chose. Et vous pouvez, vous de votre côté, avoir une connexion spirituelle, corporelle et psychique, mais l'autre en face, non. Et là, bon, finalement, vous faites friendzoner. C'est chiant, ça aussi, je vous l'accorde, bon, on est tous passés par là, donc voilà, après, c'est le nerf de la guerre. Mais c'est finalement très compliqué de trouver l'amour, de retrouver ces trois éléments en l'autre, c'est très compliqué. Et se pose la question aussi admettons, voilà, vous trouvez cette personne, il y a cette connexion sur les trois plans. Il y a cette notion d'accepter cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nous en permanence. Parce que ça se cultive aussi. Disons que cette connexion, pour moi, elle est censée être immédiate. On n'est pas censé la créer, cette connexion. Elle est censée, selon moi, être directement établie. En revanche, elle se cultive. Elle se cultive, cette connexion. Et rien nous dit que l'autre, à un moment, soit ne veuille plus cultiver cette connexion, soit qu'il y ait cet entretien de connexion, mais rien nous dit qu'elle s'épuise d'elle-même par l'expérience de la vie, par les coups durs, par plein de choses, par la vie de manière générale. Et c'est important, je pense aussi, d'accepter cette épée de Damoclès qui plane au-dessus de nous, qui est qu'à tout moment, ça peut se terminer. Et ça, j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, je vous laisse fouiller, tout ça. Mais il faut accepter le fait que même s'il y a cette connexion sur ces trois plans, ça puisse se terminer un jour ou l'autre. Donc à partir de là, se souhaiter l'amour pour soi-même et les autres, c'est un peu vain, non, vous pensez pas ? Je sais pas, Après, vous pourrez peut-être penser que j'ai une vision pessimiste des choses. Je ne pense pas. Je pense que j'ai une vision assez réaliste, surtout des choses. Mais n'hésitez pas à me partager, bien sûr, votre expérience, votre point de vue, parce que, évidemment, je base ma réflexion sur aussi mon passif, sur mon vécu. Donc, à vous de me partager le vôtre. Mais il y a aussi toute cette notion, vous savez, on peut aussi se conforter dans l'idée qu'il y a cette connexion. Alors qu'en réalité, non.
Vous avez des personnes qui sont aussi qui ont tellement du mal avec le fait d'être seules, qui vont se débrouiller constamment pour rencontrer de nouvelles personnes, se mettre en couple, parfois trop tôt, ou que sais-je, et même se conforter dans l'idée qu'il y a cette connexion alors qu'elle n'est pas là. Et rentrer dans un schéma non pas toxique ou négatif, j'aime pas ces termes de relation toxique ou négatif, mais en tout cas dans une relation qui n'est pas optimale. Voilà, je préfère ce terme. Et vous voyez, je me faisais cette réflexion aussi. Pourquoi il est aussi dur de trouver l'amour? Pourquoi il est aussi dur, du moins, de tenir un couple dans la durée? Et là, je parle ici de relations amoureuses qu'on peut avoir à la vingtaine, trentaine, tout comme l'âge que je peux avoir. Évidemment qu'après les problématiques à 40, 50 ans, évidemment, ne sont pas les mêmes qu'à 20, 30 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à tenir une relation? Pourquoi ça s'arrête, même quand on pense qu'il y a cet amour? Eh bien, simplement car on fait trop l'impasse sur des points qui nous sont pour nous essentiels. Je veux dire par là de faire trop de concessions. Il n'est même pas question de concessions, c'est de vraiment mettre de côté des points qui sont primordiaux pour nous. Et pourquoi on fait ça? On fait ça parce que l'on est là encore une fois persuadé qu'il y a cette connexion entre ces trois composantes, psychique, corporelle et physique. Et oui, on en est tellement convaincu qu'on se dit non, là je suis vraiment amoureux, donc je dois faire l'impasse sur tel et tel point. Alors que c'est justement ces impasses qui font qu'il y a frustration, qui font qu'il y a des tensions, qui font qu'il y a de la jalousie, qui font que voilà, il y a des conflits et qui fait que ça se termine. Et c'est un point qui est important, je veux dire, à prendre en considération, c'est de réellement regarder qu'est-ce qu'est la relation sous le prisme de cette réflexion et de cette théorie-là. Est-ce que réellement, concrètement, il y a ces trois composantes qui étaient là depuis le début, ou est-ce que vous vous persuadez qu'il y a cette réelle alchimie? C'est la question à se poser. Et finalement, encore une fois, entre le fait de soi-même avoir cette connexion pour une personne, cette connexion sur ces trois pôles, il faut du temps. C'est pas évident de trouver cette personne avec qui il y a cette connexion. En plus de ça, il faut que l'autre derrière ait cette même connexion pour vous-même, qui ait cette connexion, qui ait cette alchimie. Et au-delà de ça, il faut que les deux veuillent se mettre en couple aussi au même moment, avoir une relation amoureuse au même moment. Et il y a tous les autres facteurs qui sont que l'autre ne veuille pas, l'autre n'ait pas cette même connexion vis-à-vis de vous. Et il y a aussi à prendre en compte le fait que peut-être on se persuade que l'autre est fait pour nous, alors que non. Et même si l'autre est fait pour nous, il y a encore une fois cette chose à prendre en compte qui est cette épée de Damoclès, qu'à tout moment ça puisse se terminer. Et là encore une fois, pour moi, il est vain de vouloir se souhaiter de trouver l'amour, car c'est trop compliqué. Et justement, d'ailleurs, je pense pas qu'il soit question de vouloir trouver l'amour. Pour moi, l'amour, il se trouve pas. Il tombe finalement sur nous, il vient quand il s'y attend pas, et c'est finalement très basique, à l'eau de rose ce que je peux dire là, mais j'en suis pour le coup réellement convaincu. Du moment où l'on cherche justement l'amour, et que peut-être on le trouve, il y a cette notion de possession. Je possède l'amour, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, c'est comme une récompense, comme un trophée. Alors que justement, si on ne l'a pas cherché, que cette connexion nous est tombée dessus par hasard bien sûr, vous le savez maintenant, je ne crois pas au hasard, mais partons du principe qu'il y a cet hasard, que vous ne cherchiez pas l'amour et qu'il est venu comme ça à vous. C'est pas plus sain pour vous-même? Évidemment, parce que s'il est venu par hasard, vous ne l'attendiez pas. Si vous ne l'attendiez pas, il n'est pas question de récompense ici, il n'est pas question de possession. De ce fait, on n'en est pas aussi dépendant. Donc ouais, je pense qu'elle est là la solution. Elle est, encore une fois, de ne pas avoir d'attente envers l'amour pour cette nouvelle année, et même de manière générale, d'accepter d'être seul, peut-être plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, c'est pas grave. Mais d'accepter le fait que l'amour, ne soit pas au rendez-vous. Et pour conclure, au vu de cette vidéo, au vu de ma réflexion, vous pourriez vous dire qu'il y a une forme de déterminisme, une forme de fatalité, dans ma vision en tout cas,
de voir les choses. Et c'est vrai, à plusieurs reprises, je vous ai parlé de cette part dont on a le contrôle, cette volonté, cette ambition que l'on peut avoir, et de l'autre de cette partie dont on n'a pas le contrôle. Et justement, ce sera le sujet de prochaines vidéos, de voir à quel point nous avons un libre arbitre, de voir à quel point nous sommes déterminés par certains éléments qui sont extérieurs à nous ou internes à nous, mais dont nous sommes quand même victimes. Et justement, pour ne rater aucune vidéo à venir, si ces sujets que je compte traiter vous intéressent simplement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir aussi en commentaire ou en likant cette vidéo et en la partageant à vos amis. Sur ce, comme vous le savez aussi maintenant, vous pouvez me soutenir financièrement via Patreon. Si vous avez quelques euros en trop, n'hésitez pas à m'en faire don, en échange aussi de contenu exclusif. Et bien sûr, merci pour votre écoute, bienvenue au nouveau et à la prochaine. Ciao!